Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu. Les podcasteurs tombent les uns après les autres. Hier c'était Raphaël, aujourd'hui c'est Lucas et du coup je suis très heureux de vous accueillir pour le débrief de cette semaine 9 de NFL et nous avons justement le retour du dit Raphaël après son absence d'hier. Bonjour à toi Raphaël. Bonjour Victor. J'ai refilé ma poisse à Lucas visiblement, mais écoute, on est vraiment dans le last man, mais ça va le faire, je suis sûr. Lucas qui découvre les joies d'avoir un nouveau-né et qui découvre qu'on est malade durant la période qui va de septembre à avril. Raphaël, on a une grosse semaine 9 à débriefer. Si vous voulez entendre parler du Ravens Dolphins, c'est dans le podcast Fauteuil. Si vous voulez entendre parler de Patriots Falcons, de Colts Steelers, de Bills Chiefs, c'est dans l'épisode d'hier. Les Browns, les Jets, les Eagles et les Bucks sont au repos. Et nous, on va partir tout de suite en parlant de la terrible, de l'incroyable NFC West qui a littéralement trois équipes qui aujourd'hui sont des prétendants sérieux au Super Bowl. On va commencer par les Seattle Seahawks, évidemment, qui en Mondovision ont quelque peu humilié les Washington Commanders. On reviendra sur Washington après. Mais Raphaël, on est obligé de parler de cette équipe de Seattle. Sam Darnold, de plus en plus impressionnant semaine après semaine. 21 sur 24, 330 yards, 4 touchdowns. Malgré un jeu au sol bien musé sur ce match, mais on a toujours un Jackson Smith, Njigba inarrêtable, tout simplement, Hmm. 129 yards. Et même des Cody White ou des Torrey Horton qui deviennent des menaces en NFL. Une défense qui va bien et qui se permet même de mettre sur le banc des joueurs comme Tariq Woolen. Tout va bien à Seattle aujourd'hui. Tout va bien à Seattle. C'est vrai que c'est une prestation extrêmement complète des Seahawks des deux côtés du ballon. Si on commence par l'attaque, tu l'as dit, on a un Sam Darnold qui est assez impressionnant, qui commet peu d'erreurs, qui est extrêmement à l'aise dans sa poche, qui arrive à allonger le jeu partout, qui se contente pas de ses premières lectures en plus de surcroît. On a l'émergence des rookies Horton et même le tight end Elijah Arroyo qui commence à avoir de plus en plus de réceptions semaine après semaine et à prendre un peu sa part, sa contribution là-dedans. Donc c'est un système offensif vraiment bien rodé. Je le trouve extrêmement intelligent parce qu'il se base sur le fait que Seattle arrive à faire craindre son jeu de course, même si il n'est pas exceptionnel. Les défenses sont toujours un peu sur le reculoir face à eux. Et on a de la play action dans tous les sens. On a un Sam Darnold qui est juste. Donc en plus, c'est très bien coaché. Donc de ce côté-là du terrain, il y a, mais je trouve que c'est ce qu'on voit de toute manière depuis quelques semaines. Et en défense, ce qu'est en train de réaliser Mike McDonald, le coach, mais qui est pour le coup qui est celui qui appelle les jeux défensifs, ce qu'il est en train de réaliser avec cette équipe. Alors, il avait déjà une réputation de petit génie défensif à Baltimore hein, quand il était coordinateur défensif. Et là, je pense qu'il le confirme parce que l'effectif, quand tu reprends par ligne, c'est peut-être pas le plus talentueux de la ligue. Notamment, je pense à ce front seven. Mais tu as 7 joueurs des Seahawks qui ont plusieurs pressions sur le quarterback adverse. Tu as 50% de pression sur les tentatives de passe de Jaden Daniels. Enfin, c'est une équipe qui sait tout faire et qui le fait très bien. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ça transforme des Tyrese Knight ou des Drake Thomas en stars défensives, alors que c'est pas leur faire un jeu. Hein. Tyrese Knight, par exemple, est un super joueur, mais c'était pas forcément la star avant le début de la saison. Et c'est vrai qu'il semble tirer le meilleur et il fait jouer ceux qu'il considère comme étant les meilleurs dans le système, quel que soit le statut, etc. On sait qu'il y a souvent des équipes qui sont un peu bloquées sur le statut des joueurs, etc. Machin. Là, c'est complètement différent. On est sur un entraîneur qui veut récompenser des joueurs qui performent sur le terrain. Et pour Mm. l'instant, c'est clair que ça marche. On fera un petit. Tu devras te mouiller à la fin des trois premiers résumés sur qui va gagner la NFC West. Mais pour l'instant, on va parler un petit peu de Washington. Alors, Washington, l'année dernière, finale de conférence un petit peu miraculeuse, évidemment. Cette année, ils sont arrivés avec l'effectif le plus vieux de la ligue. Ils ont tradé beaucoup de pics pour des Larry Tunsil, des Deebo Samuel, ou même l'année dernière des Marshall Latimore.
Encore une défaite, une énorme blessure, en tout cas pas belle pour Jaden Daniels, qui aurait peut-être même pas dû être sur le terrain vu que le match était fini, mais enfin ça c'est facile de refaire l'histoire. Latimore également blessé, Luke McCaffrey blessé. On commence quand même à voir une équipe de Washington qui est maintenant à 3-6, qui commence un peu à lâcher et ça va être compliqué de rattraper le train de la course au playoff là. Ah, je pense qu'ils le rattraperont pas, honnêtement. À 3-6, et vu la dynamique, vu les trous qu'expose cet effectif, je vois pas comment il remonte la barre. Tu l'as dit, Daniels va sans aucun doute manquer pas mal de matchs. Alors Mariota est pas le pire des quarterbacks remplaçants, clairement. C'est certain. Tu peux gagner des matchs avec Marcus Mariota quand tout se passe bien dans un bon jour. Mais le problème, en fait, plus que le quarterback, c'est tout ce qu'il y a autour qui pose question. On a cette défense qui est 21e en points encaissés, 27e en yards encaissés, qui a des lacunes à peu près partout. Il n'y a pas de pass rusher numéro un. Celui qui était le pass rusher numéro un, Dorrance Armstrong, s'est blessé pour la saison. Les cornerbacks sont aux fraises totalement. Franchement, Latimore s'est blessé pour la saison, mais vu ce qui sortait comme performance semaine après semaine, je suis même pas sûr que ce soit si dramatique que ça pour l'arrière-garde défensif des Commanders. Donc, tu as beaucoup de trous en défense qu'ils n'arriveront pas à combler là, comme ça, en milieu de saison. On est déjà à 9 matchs. Donc, je ne vois pas très bien comment ils s'en sortent de ce côté-là. Donc, oui, moi j'ai tendance à dire que c'est déjà fini pour Washington. Oui, je suis assez d'accord. Moi, de toute façon, je n'étais pas très optimiste sur Washington avant le début de la saison. Je considérais que c'était une équipe qui avait surperformé l'année dernière, mais qui avait des trous énormes dans l'effectif, surtout en défense. Hmm. Et le problème, c'est que même l'attaque ne performe plus particulièrement bien. Le jeu au sol reste correct, mais pas forcément moteur. Et le jeu à la passe, ça devient de plus en plus compliqué. On se demande un peu, forcément, bah, McLaurin n'est pas entre blessure et contre-performance, n'apporte pas ce qu'il faudrait, forcément. Si en plus il n'est pas sur le terrain, c'est encore plus compliqué. Hmm. Et derrière, ça manque d'un vrai numéro 2, ça manque d'une cohérence globale offensive. Oui, ça manque d'une cohérence globale offensive. Tu l'as dit, il y a McLaurin qui est blessé. Derrière, en vrai, la vraie cible numéro 2, c'est Zach Ertz sur le poste de tight end, mais qui, bon, fait son âge aussi, qui fait comme il peut, je trouve, et qui le fait plutôt bien d'ailleurs, globalement. Il n'y a pas tellement à lui reprocher, mais Deebo Samuel, ça marche pas. Derrière, il n'y a pas vraiment d'autres cibles, Jalen Lane, etc. McCaffrey, saison terminée, bref, ça fonctionne pas. Mine de rien, cette intersaison, ils ont quand même, enfin en début de saison, ils ont envoyé Brian Robinson, qui était leur coureur titulaire, à San Francisco. Alors non pas que c'était un coureur titulaire numéro un, mais mine de rien, l'an dernier, il était proche des milliards, et cette année, le jeu au sol quand même des Commanders patine. Donc oui, je te rejoins, ils ont un peu tiré dans tous les sens, et peut-être pas de manière très intelligente finalement, ou en tout cas, les paris faits sont ratés, et ça s'écroule un peu, même en attaque, effectivement. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va passer au deuxième prétendant de cette NFC West, qui a un bilan de 6 victoires et 2 défaites maintenant. Ce sont les Los Angeles Rams, qui ont battu les New Orleans Saints 34-10. Matthew Stafford, 280 yards, 4 touchdowns. Kyren Williams, 114 yards, un touchdown. Puka Nacua, 95 yards, un touchdown. Davante Adams, 60 yards de touchdown. Je vais arrêter là, évidemment. Là encore, et ça va rendre encore plus incroyable les prochaines semaines, puisque je dis tout de suite, le calendrier des Rams sur les 2 prochaines semaines, c'est Niners et Seahawks. Euh, Là, les Rams, c'est un peu comme Seattle. Tout va bien, offensivement, défensivement, c'est solide, c'est bien coaché, ça tremble pas. Le match est fini à la mi-temps. Là encore, on est sur une équipe complète, en confiance, parfaite, quoi. Oui, équipe en confiance, on a enregistré le retour de Puka Nacua en plus, même s'il y a eu une petite blessure en cours de match, mais a priori ça va, rien de trop grave. Non, c'est une attaque assez impressionnante, et ce que je trouve d'autant plus impressionnant, c'est que Sean McVay a commencé à donner une nouvelle identité dans les formations de jeu, etc. à son équipe. On voit de plus en plus de packages en 12 et 13 personnels du côté des Rams, donc ça veut dire 12 personnels avec 2 tight ends, 13 personnels avec 3 tight ends sur le terrain, des choses qu'on ne voyait absolument pas chez Los Angeles ces dernières années, et du coup qui est peut-être expliqué par les récentes drafts de plusieurs tight ends du côté des Rams, ces dernières saisons. Mais en tout cas, là, c'est enfin mis en place, et McVay, comme ça,
en début de saison, machin, te change un peu l'identité offensive de ton équipe, les formations, ça, je sais pas à quel point les autres coordinateurs défensifs de la ligue l'ont anticipé ce changement, mais tu as une équipe des Rams qui est encore plus performante qu'avant, je trouve, depuis quelques semaines, avec ces changements avec cette petite révolution, on va dire, d'identité. Donc c'est assez impressionnant et ça prouve encore que Sean McVay est peut-être un peu en avance sur beaucoup de coachs dans la ligue. Ça n'étonnera peut-être pas grand monde. Mais comme tu dis, c'est une équipe super bien coachée. C'est capable d'être un peu du coup polymorphe finalement dans ses attaques. Tout roule clairement pour Los Angeles. Il y a pas vraiment de défaut dans cette équipe. Et en défense, j'ai envie de dire que tant que le pass rush va, bon, et c'est une équipe qui saura mettre la pression sur le quarterback adverse et mettre en difficulté n'importe quelle attaque. Oui, alors d'autant plus quand l'attaque d'en face s'appelle les New Orleans Saints, hein, malheureusement pour eux, mais c'est un peu compliqué. Même Emmanuel Forbes a défendu 3 passes, alors c'est te dire si les Saints c'est pas terrible. Tyler Shoft, premier match titulaire, 15 sur 24, 176 yards, un touchdown, une interception. Au niveau du jeu de course, bon, le meilleur coureur c'est Tyson Hill avec 30 yards. Derrière Alvin Mhm. Kamara, c'est 14 yards en 6 courses. Mhm. La défense prend l'eau de toutes parts. Il y a quelque chose à sauver dans cette équipe ou on se dirige gentiment vers le top 2 de la draft? On se dirige gentiment vers le top 2 de la draft, à mon avis. Tyler So, tu l'as dit, je l'ai pas trouvé. Alors, pas pire que Rattler, mais clairement pas meilleur. Ça, c'est certain. Donc après, je pense que l'idée de Kellen Moore, c'est juste de vouloir le tester avant la fin de la saison, histoire d'être sûr de pas passer à côté de quelque chose. Mais bon, on va dire que c'est pas non plus, il montre pas grand-chose pour le moment. Non, non, cette attaque a du mal, cette défense a du mal. Il y a quelques bonnes séquences en défense, mais c'est beaucoup trop inconstant. C'est un effectif très vieux. C'est un effectif très vieux, mais dans une période de reconstruction totale. Donc, je suis assez étonné quand même de pas les voir vendre quelques joueurs là, avant la deadline je comprends pas trop pourquoi ils essayent pas d'aller récupérer quelques ressources. Bon, on verra par la suite, mais oui, il n'y a pas grand-chose. Là, la saison est quand même encore très longue et on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir essayer de faire d'ici là. Oui, en plus, ils sont un peu lésés par des gros contrats, puisque si on prend la projection de cap de l'année prochaine, à part les Vikings et les Chiefs, personne n'a une plus grosse masse salariale que les Ouais. Saints. Hmm. Ça fait un peu peur quand même quand Oui. on voit l'état de effectif et ça risque en effet d'être un chemin de croix pendant encore plusieurs années. Une troisième équipe de la division qui va bien et qui a gagné sans trop trembler, ce sont les Niners qui l'ont emporté face aux Giants 34-24. Mac Jones 19 sur 24, 235 yards, 2 touchdowns. Christian McCaffrey, meilleur coureur, meilleur receveur, meilleur joueur de cette équipe tout simplement. Il continue par contre à sacrifier un ou deux joueurs, sûrement des sacrifices rituels pour maintenir McCaffrey en vie, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il continue quand même à trouver des solutions là-dessus. Raphaël, toi et moi, on se partage semaine après semaine les leçons de la semaine. Là, c'était mon tour. Et j'ai été un peu provocateur en disant Brock Purdy ne doit pas Mhm. revenir. Est-ce qu'on n'a pas le début d'une petite polémique parce que le Mac Jones qu'on voit semaine après semaine, là, est-ce que vraiment tu as envie de sortir du terrain? Alors, à titre personnel, j'ai pas envie de le sortir du terrain si je suis pas certain que Brock Purdy est à 100%. Mhm. Et c'est un peu l'interrogation parce que même Shannon, en conférence de presse, il a un peu commencé à dire que Brock Purdy serait jamais à 100% cette saison vraiment, et qu'il traînerait toujours son petit bobo. Donc là-dessus, là où je te rejoins, c'est que le système offensif de Shanahan est tellement bien rodé. Mac Jones a les qualités qu'il faut pour que le système offensif marche. Et donc, je préfère un Mac Jones à 100% qu'un Brock Purdy diminué. Ça, là-dessus, peu importe le statut de Brock Purdy, je suis assez d'accord. Par contre, si tu as la garantie que Brock Purdy est à 100%, j'aurais quand même une tendance à retourner vers Brock Purdy parce que Purdy a quand même montré que dans ce schéma-là, il allait au Super Bowl. Mac Jones, on n'a aucune idée dans ce schéma-là. Donc, je préfère la certitude Purdy Super Bowl, on va dire, qu'il a pu déjà prouver par le passé. Mais je te rejoins. Si questionnement physique, la question mérite vraiment de se poser pour le coup. Oui, c'est ça, parce qu'en effet, comme tu le dis, Brock Purdy, est-ce qu'il sera vraiment à 100% une fois dans la saison? C'est un peu la question qui se pose. Par ailleurs, on voit,
Au niveau de cette équipe des Niners, moi j'avoue que j'ai quand même un petit questionnement parce que ça gagne contre des équipes comme les Giants et ça très bien, il faut faire le job, il n'y a pas de match facile en NFL, ça a Mm. gagné contre les Falcons, etc. Malgré tout, voilà, il n'y a pas de receveur numéro un parce que Ayuk est toujours pas là, Jaren Jennings, il est là, il essaye de faire le boulot, mais on sait que lui aussi physiquement il n'est pas à 100%. La défense continue à perdre des Les armes, joueurs, ouais. etc. Est-ce qu'on n'est pas sur des petites victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire à la Pyrrhus, pardon. C'est-à-dire que ça gagne parce que c'est courageux, parce que c'est bien coaché, parce que système, parce que tout ça. Mais Mm. là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Quand on compare aux deux adversaires de division, que sont les Rams et les Seahawks, Mm. est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a les Rams et les Seahawks dans une dimension et peut-être les Niners, pour des raisons qui sont un peu en dehors de leur, enfin, des choses sur lesquelles ils peuvent rien faire, mais avec la blessure de Boza de Warner, est-ce qu'on n'a pas les Niners quand même un petit peu en dessous, même si pour l'instant ça gagne? Si, je te rejoins, je les sens plus fragiles que les deux autres de la NFC West, et notamment de par leur défense, parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'en attaque, les pièces reviennent un peu, et que cette attaque va pouvoir trouver un niveau, déjà elle a un niveau correct, mais peut encore s'améliorer. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la défense, où là, pour le coup, les absences en défense, je vois pas comment tu les combles. Il y a encore la blessure, tu l'as dit, de Michael Williams. Et pour moi, tu vas avoir un problème quand il va falloir affronter des gros quarterbacks et que tu n'as pas de pass rush. Et ça, l'incapacité des 49ers à mettre beaucoup de pression face à des bons quarterbacks, parce qu'ils y arrivent face aux Giants un peu, mais parce que la ligne offensive de New York, blabla, est pas très bonne. Mais quand il va falloir aller mettre de la pression sur Matthew Stafford, quand il va falloir en mettre sur Sam Darnold, sur Jalen Hurts, blabla, je vais pas faire tous les quarterbacks de la NFC, mais je crains que cette défense soit trop limitée, qu'il y ait trop de blessés. Et surtout ce pass rush, et je pense que c'est clairement le plafond cette année des 49ers, c'est cette ligne défensive, clairement. Hmm. Et du coup, de l'autre côté, au niveau des Giants, on disait avant le début de la saison que sur le papier, cette défense des Giants a le potentiel d'être top 10, voire top 5. Il y a du Dexter Lawrence, du Abdul Carter, du Brian Burns, du Okereke, du Javon Holland, etc. Mm. Semaine après semaine, c'est une défense qui se fait un peu humilier quand même au sol, dans les airs, etc. Il y a un vrai problème de cornerback, hein, clairement. Il y a aussi, à mon avis, un Dexter Lawrence qui fait peut-être la pire saison de sa vie, mais ça, c'est un autre problème. Euh, Au niveau des Giants, à part Jackson Dart qui fait son match, qui lance 2 touchdowns, etc., qui est même le meilleur coureur de son équipe puisqu'il court 56 des 117 yards des Giants sur ce match, à part Jackson Dart, bon, tu vas me dire, c'est une bonne nouvelle, hein, t'as trouvé Oui, potentiellement ton quarterback pour l'avenir, mais autour, c'est difficile. Enfin, comment on peut expliquer qu'une défense soit aussi peu performante alors que sur le papier, je suis désolé, il y a des noms, il y a d'investissements financiers, il y a tout ça, et pourtant, on a vraiment l'impression qu'ils sont inoffensifs. non, je te rejoins. Le principal problème là, c'est cette défense qui performe pas comme elle devrait pour pouvoir aider le quarterback à finalement être dans les matchs parce qu'elle maintient un peu l'adversaire à portée de tir. Cette défense n'en est pas capable. Et pour moi, le problème vient du banc. Je pense qu'il est sur le banc à plusieurs niveaux, mais Shane Bowen, à mon avis, n'est pas le bon coordinateur défensif qu'il faut pour cette équipe. Le premier touchdown de McCaffrey, pour moi, il est absolument significatif. T'es dans tes 10 yards, tu joues cette couverture en homme à homme et il n'y a personne qui prend la responsabilité de couvrir McCaffrey qui sort du backfield pour une réception, mais il est absolument tout seul. Je ne sais pas comment, en termes de coaching, tu peux n'avoir de coaching en plus en couverture homme à homme, tu ne peux avoir personne qui prend le rôle, la responsabilité de couvrir McCaffrey. Donc pour moi, les joueurs sont mal préparés, ils sont pas utilisés dans les bonnes conditions et donc j'en reviens au coaching. À mon sens, le problème numéro un est là. On peut toujours dire que certains des joueurs sont peut-être pas aussi bons qu'on peut le croire, mais j'en suis pas certain parce que pour moi, Brian Burns montre par séquence que c'est un excellent defensive lineman. Abdul Carter montre qu'il a du potentiel. Enfin, je veux dire, tu dois faire mieux avec cette défense et donc ça vient du banc. Et de toute manière, on en a déjà parlé à maintes reprises. Je pense que tu es d'accord. Le problème vient du banc à tous les niveaux à New York. Donc, Oui, je pense que Shane Bowen, Brian Daboll devraient déjà être loin de New York depuis longtemps. Et le pire, c'est qu'ils vont être dans une situation un peu bâtarde, excusez-moi d'expression,
Dans le sens où ils vont dire, mais attendez, parce que Brian Daboll, c'est censé être un quarterback whisperer. Et Ouais. du coup, Jackson Dart se développe. Donc, est-ce que tu as envie d'enlever Daboll parce que ça pourrait mettre un coup de frein au développement de Jackson Dart, mais en même temps, tout le reste ne va pas bien, donc, etc. Hmm. C'est très compliqué, je trouve. C'est Ouais. très compliqué. Limite, il faudrait que Brian Daboll accepte d'être diminué en coordinateur offensif, tu vois, et qu'il y ait un head coach au-dessus, mais je suis pas sûr qu'il accepte. Ce serait rigolo, soit dit en passant. Ça Mais, serait mais tout à son honneur d'accepter ça, hein. ouais, 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 c'est clair. Mais c'est vrai que cette équipe, bah, le problème, c'est qu'elle est à 2-7, t'as envie de dire, comme d'habitude, quoi. Comme Hmm. d'habitude depuis 10 ans, de toute façon, c'est leur bilan. Bon, voilà. Il va falloir construire autour de Jackson Dart, mais il n'y a pas grand-chose en face. Notre match suivant, les Green Bay Packers contre les Carolina Panthers. Je les aime beaucoup, moi, ces Packers, parce qu'il y a toujours une équipe comme ça dans l'année qui s'adapte au niveau d'adversaire. C'est-à-dire, si ton adversaire c'est Lions ou autre, pur match, hein. Mais si ton adversaire c'est les Browns ou les Panthers, tu trouves un moyen de perdre. Alors, je veux pas diminuer la performance des Panthers, on va y revenir, mais waouh, les Packers, quand ils veulent pas, quoi. Jordan Love, 26 sur 37, 273 yards, une interception absolument immonde en triple couverture. Il aurait dû en avoir une deuxième dans la end zone. Tu te demandes comment le défenseur a drop, mais enfin bon. Toujours une planquée de receveurs, mais pas de numéro un. Ce qui est quand même extrêmement rigolo, c'est qu'ils n'ont pas fait un punt du match. Pas fait un punt. Donc normalement, quand tu puntes pas d'un match, tu te C'est dis, ah, plutôt pas mal. c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Ça veut dire que t'as marqué des points. Non, 13 points, quoi. 13 points. Alors il y a un fumble aussi de Savion Williams, etc. Mais la capacité de cette équipe à se saborder, c'est quand même prodigieux. C'est sûr que c'est pas mal. Ils sont assez forts là-dessus pour, comme tu le disais, niveler leur niveau par le bas ou le haut. D'ailleurs, niveler, c'est plutôt par le haut, bref. Suivant l'adversaire. Non, non, c'est un très mauvais match de Green Bay. Il y a pas de débat là-dessus. En attaque, Jordan Love fait probablement son pire match de la saison. Très peu de bonnes décisions, très peu de bonnes passes, une difficulté à gérer la pression, etc. Donc ça, c'était pas bon. Ils perdent en plus Tucker Kraft, tu disais, qui je pense pour le coup était peut-être leur receveur numéro un entre guillemets, receveur, Ouais, euh, tout à fait. qui part sur blessure, qui était déjà à 6 touchdowns cette année, et qui était vraiment celui qui était en train de devenir un peu allez, je vais utiliser un terme un peu, l'alpha, on va dire, de cette escouade de receveurs, celui vers lequel on se tourne en priorité. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment Green Bay réajuste le playbook avec son absence. Mais oui, il manque encore ce receveur numéro un qui peut servir un peu de soupape de sécurité. C'était pas bon en attaque et c'était pas très bon en défense non plus parce que la défense prend pas beaucoup de points, mais habituellement elle arrive à mettre de la pression. Là, on a peu de pression. Donc, une nouvelle fois, j'ai envie de dire que c'est pas la première fois, hein. Ça arrive souvent quand même avec Matt LaFleur en coach que Green Bay passe à côté de certains matchs prenables. C'est clairement une habitude de cette équipe. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Bon, et ça veut pas pour autant dire que la semaine prochaine, ils vont pas coller 30 points au prochain adversaire, clairement. Ils sont durs à analyser, je trouve, cette équipe de Green Bay, parce qu'ils savent pas être constants, réguliers, et c'est peut-être ça qui leur manque, clairement, hein. Oui, oui. En tout cas, c'est pas une bonne opération mathématique Non. puisqu'ils perdent la tête de la division au profit des Eagles, des Buccaneers et des Seahawks. Techniquement, c'est les Eagles qui sont premiers pour les victoires en NFC pour l'instant, mais en tout cas, voilà, Green Bay, psychologiquement, ça fait mal puisque finalement capable de gagner des gros matchs, mais capable de perdre face aux Browns, face aux Panthers, de faire match nul face aux Cowboys. Ça fait beaucoup de petits matchs. Quand la division va se jouer à un match près face aux Lions, ça fait beaucoup de petits matchs que tu n'aurais pas dû perdre. C'est clair. De l'autre côté, bon, offensivement, c'était un duel d'infirmes hein, entre les deux équipes, hein, on peut le dire. Bryce Young, 11 sur 20, 102 yards, une interception. Mais il y a un homme qui se dresse, l'incontestable meilleur running back de la ligue, comme on l'avait tous prévu avant la saison, Rico Dowdle, qui était quasiment sur une jambe et qui va quand même faire 25 courses, 130 yards, 2 touchdowns.
Il est même le troisième meilleur receveur de l'équipe avec un total faramineux de 11 yards. Euh, écoute, Raphaël, cette attaque, c'est Rico Dodle et rien d'autre, Oui. quoi. Mais parce qu'on peut se dire sur un match, on peut se dire, bon, ça arrive, des receveurs, des coureurs qui font 150 yards sur un match, Ouais. ça arrive. Mais là, c'est toutes les semaines quand même. Oui, oui, c'est quasiment toutes les semaines. Il en est déjà à 735 yards au sol. Il a fait un match à 206 yards, un autre match à 183. Là, il en fait un à 130. Il a la main chaude. Et en plus, les 2 dernières semaines, quand il court un peu moins, c'est parce que les Panthers avaient la mauvaise idée de donner des ballons à Chuba Hubbard. Ouais. Il a été limité par sa propre équipe parce que sinon, je pense qu'il aurait atteint à chaque fois la barre des 100 yards, clairement. Donc là, ils ont enfin eu la bonne idée du côté de Dave Canales, l'entraîneur, de redire, OK, en fait, Rico Dodle est l'homme clairement chaud de j'ai presque même envie de te dire de la ligue actuellement. Le type marche sur l'eau, on va continuer à l'alimenter et ça réussit. Bravo aussi quand même à sa ligne offensive, hein, parce qu'on sait quand même qu'un coureur a besoin d'une ligne offensive. Et clairement du côté du run pro, du côté du run block, du côté des Panthers, ça joue bien. Donc c'est une équipe qui finalement est à cinq victoires. C'est pas anodin pour les Panthers quand même, je trouve par rapport à l'an dernier. C'est une équipe qui progresse. Et ce qui est peut-être positif en termes, et ça te parlera, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus cohérents sur les lignes aussi, cette équipe des Panthers. Ils jouent bien la course, ils défendent bien la course. Ils ont eu ce match un peu bizarre contre Buffalo où ils prennent 220 yards, mais sinon, en dehors de ce match, ils sont top 10 dans la ligue en yards encaissés à la course. Et donc, tu as au moins une ligne défensive qui joue bien la course, une ligne offensive qui joue bien la course, et mine de rien, c'est quelque chose sur lequel tu peux commencer à construire, je trouve. Je suis totalement d'accord. Et juste pour finir sur Dodel, quand même, joueur remplaçant en université, qui a 7 courses sur ses 3 premières saisons en NFL, qui explose à la 5e saison en dépassant les milliards et qui là, à la 6e saison confirme, ça fait partie des belles histoires quand même. C'est les choses. Si vous vous enthousiasmez pas pour ce type de joueur, c'est dommage parce que vraiment, c'est des belles histoires. Et mine de rien, on parlait de progression. Quand même, progression de la défense aussi, parce qu'au début de la saison, c'était un peu porte ouverte. Et puis, bah, semaine après semaine, c'est quand même plutôt cohérent ce qui est en train de se passer. Alors, bien sûr, ils se sont fait exploser par les Bills. Est-ce que c'est les seuls? Bon. Mais face aux Jets, face aux Cowboys, face aux Dolphins, on commence à voir le début de quelque chose. Et Oui. ça aussi, j'ai envie de dire, on est plutôt dans l'optimisme de se dire, de ce côté-là aussi, ça a l'air d'aller mieux. Oui, oui, je suis d'accord, on est plutôt dans l'optimisme. Il y a un front seven notamment, je trouve, qui marche pas trop mal. Plus bien sûr dans le backfield, un Jesse Horn en cornerback qui reste très très bon et qui continue de performer. Trevon Moring, l'ancien safety des Raiders, finalement, apporte aussi sa pierre à l'édifice. Il est un peu mieux que ce qu'il était comment dire, à Las Vegas. Alors après, certains diront que souvent des joueurs se comportent mieux une fois qu'ils quittent les Raiders. C'est pas faux. Mais je trouve en tout cas qu'effectivement, en défense, c'est la bonne progression. La défense, ça progresse mieux que l'attaque, même de manière globale, parce que Bryce Young, ça reste encore très très limite, hein, ce qu'on voit. Mais c'est positif. Et clairement, une équipe comme les Panthers, on est quand même dans une équipe, c'est la deuxième année de Dave Canales, où on est obligé de noter les victoires face à des plus gros que soi. Enfin, ça fait partie d'une progression. Donc là-dessus, c'est bien joué de la part des Panthers. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que la saison des Panthers est réussie, quoi qu'il arrive. Par contre, bon, il va falloir répondre à est-ce que Bryce Young est le quarterback du futur? Ça va être un peu la question un peu difficile parce que j'ai pas l'impression qu'on gagne en visibilité semaine après Mhm. semaine. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on est dans le moyen, on va dire. On va finir nos affiches, après on va parler des autres matchs, avec Minnesota Vikings 27, Detroit Lions 24, le retour de Gigi Lamoroso, Gigi McCarthy, 14 sur 25, 143 yards, 2 touchdowns, un touchdown au sol également, et une défense qui a quand même fait le travail en limitant Jahmyr Gibbs à 28 yards. Alors ça c'est quand même Mhm. assez prodigieux. David Montgomery à 40 yards. En tout, il y a 20 courses pour 65 yards, 3,3 de moyenne. Un Jared Goff qui, dans les stats, est bon, à 25 sur 37, 284 yards de touchdown. Si vous avez regardé le match, les stats sont un peu flatteuses. Et une ligne offensive surtout qui a pris l'eau.
Écoute, on va peut-être commencer par ça parce que je veux pas faire injure à McCarthy qui est revenu, mais la défense des Vikings qu'on avait vu un petit peu en dedans ces dernières semaines, quand elle va bien, cette équipe de Minnesota est dure à jouer. Oui, bah c'est clairement un des soucis des Vikings ces dernières semaines, tu l'as dit, pour moi c'est même ça remonte quasiment à un mois. Le mois d'octobre a été très mauvais, on va dire, du côté des Vikings en termes de défense. Et là on a enfin retrouvé ce qui fait tout l'attrait de cette défense hein, qui est commandée par Brian Flores. C'est beaucoup de pression, plus de 35% sur les snaps de Jared Goff. C'est 30 quarterback pression sur le quarterback au total, 5 sacs, 10 joueurs différents avec des pressions. Donc quand tu as 10 joueurs différents avec des pressions, c'est la preuve que c'est vraiment le système mis en place du coach qui permet à l'ensemble de l'équipe de trouver des opportunités parce que voilà, c'est quand tu arrives à ce genre de participation collective, on va dire, c'est le coaching qui est clairement mis en avant. Donc ça fait du bien à Minnesota parce que le fait de retrouver cette défense, ça donne des opportunités à l'attaque de rester dans le match jusqu'au bout et de pouvoir aller l'emporter. Donc écoute, ils ont ciblé, Brian Flores a ciblé qu'il fallait mettre sous pression Jared Goff. Il y allait, il a joué crânement sa chance. Il profite d'une ligne offensive de Détroit qui est peut-être un peu inquiétante peut-être par rapport aux années précédentes, on va dire ça comme ça. Et donc oui, c'est cette défense des Vikings. Maintenant, il va falloir confirmer parce qu'un bon match après un mois, c'est peut-être pas encore suffisant pour dire que cette défense est de retour, mais c'est déjà un signe positif. Oui, et puis mine de rien, ça te permet de maintenir ton bilan. C'est une victoire contre un adversaire de division. Bon, Mm. c'est pas mal. Et ça rend le Vikings Ravens de la semaine prochaine. Vous sentez que j'ai déjà fait mes fiches, je l'ai prévenu. Ça Mm. rend le Vikings Ravens plutôt très intriguant, je trouve, Mm. pour le coup. Du coup, on va revenir sur l'attaque des Vikings. Ouais. J.J. McCarthy. C'était pas cata, hein, mais déjà en fin de retour sur un terrain, parce que bon, il a loupé toute sa saison rookie, il avait joué que 2 matchs en sophomore. Ils ont préféré mettre un Carson Wentz qui avait la moitié des os brisés plutôt que de mettre McCarthy sur le terrain. Ça a été globalement, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. C'est pas encore extraordinaire, mais au moins il fait ce qu'il faut pour gagner ce match. Oui, c'est ça, c'était pas extraordinaire. On l'a quand même vu être intéressant sur certaines séquences de passes, aussi en termes de mobilité, hein. Il y a son touchdown qui est quand même assez intéressant et de toute manière, avoir un quarterback en 2025 capable de sortir de sa poche, c'est devenu une obligation presque, j'ai envie de dire, dans la NFL moderne. Donc tant mieux que McCarthy soit capable de le faire. Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que O'Connell et le coaching staff lui aient fait confiance en fin de match sur cette troisième tentative à 1 minute 45 de la fin où tu peux te dire dans leur propre camp, où tu peux te dire, disons que s'ils n'avaient pas confiance en McCarthy, ils auraient pu courir, rendre le ballon à Détroit et essayer de tenir en défense. Non, ils ont préféré aller chercher la victoire avec leur quarterback sur une passe qu'il a réussi. Donc c'est bien qu'il soit, même pour lui mentalement, je pense que c'est bien de réussir ce genre d'action. Voilà, donc c'était une rentrée correcte. Clairement, on en attend beaucoup plus de McCarthy et de cette attaque, mais au moins le travail est fait et c'est déjà positif, clairement, vu le début de saison qui était vraiment pas bon. Oui, je suis d'accord avec toi. On est clairement aujourd'hui sur une équipe, voilà, qui va mieux, qui doit faire plus. Et d'un autre côté, au moins, McCarthy, bah, on va voir ce qu'il y a dans le ventre ces prochaines semaines parce que la course au Mhm. playoff, elle dépendra en grande partie de ses performances. Donc, ça va être intéressant à suivre. On a fini nos affiches de la NFC, même s'il restera un petit peu de NFC dans le reste des matchs. On va aller dans le feu d'artifice qui, comme toutes les semaines, vous est offert par les Cincinnati Bengals, qui ont perdu sur le score de 47-42 face à nos amis les Bears. Alors, il y a beaucoup de belles choses à dire sur les Bears, mais je veux commencer par les Bengals parce que on me dit toujours les blessures de Burrow, etc. L'année dernière, Burrow, il est là, il fait une saison de MVP, il loupe les playoffs. C'est vrai. Cette année, les Bengals, sur 8 matchs consécutifs, ont pris 27 points ou plus. Même quand ils mettent 42 points, ils arrivent à perdre des matchs. Mhm. Qu'est-ce que le retour de Burrow changerait à ça, en vrai? Parce que Burrow, tu lui demandes pas plus que de marquer 42 points. Est-ce que Oui. là, on n'est pas juste sur une équipe des Bengals qui a vraiment, là, je ne mets même pas de conditionnel, qui a la pire défense de l'année, voire de la décennie,
et que tu peux tout simplement pas gagner comme ça, quoi. Oui, 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 tu peux tout simplement pas gagner comme ça. C'est clairement la pire défense de l'année, ça, il n'y a pas de doute. De la décennie, c'est fort probable, hein. Il y a le DVOA, qui est une statistique avancée, que vous pourrez aller voir la définition sur Internet, mais qui mesure, on va dire, par différentes stats, la qualité d'une escouade. Et donc, l'escouade des Bengals est classée comme 12e pire défense de l'histoire. Et les stats remontent à peu près, de mémoire, c'est vers les années 70. Donc, ça fait 12e pire défense sur une cinquantaine de décennies, ça vous place à peu près quand même le niveau. Quelques stats hein, sur ce match, c'est encore 15 plaquages ratés pour 133 yards et tout le monde a en tête là le dernier touchdown de Colston Loveland où il casse, enfin cassé, je sais même pas si on peut dire qu'il casse des plaquages tellement les plaquages n'existent pas. C'est ça. Donc sur ce match, c'est 15 plaquages. Depuis le début de la saison, c'est 94 plaquages ratés pour Incroyable. 645 yards pris en plus. 645 yards en plus pris à cause de ces plaquages manqués en 9 matchs. À partir de là, comme tu dis, en fait, Bureau peut revenir, ça va rien changer. Ils vont continuer à prendre 30-35 points. Alors peut-être qu'ils vont en gagner un ou deux par-ci par-là, parce que Bureau aura peut-être le ballon en dernier en attaque, et ça va permettre de passer juste devant au score. Mais t'iras pas en playoff. T'iras pas en playoff. Et ils ont, du côté de Cincinnati, on a fait sauter le fusible Luanarumo en disant que c'était Luanarumo le problème. Bon, manifestement, le nouveau coordinateur défensif, Al Golden, arrive pas à faire mieux. Après, pour le coup, je pense qu'il est pas bon, mais je crois aussi que les joueurs sont juste pas bons. Enfin, à Oui, ce oui, non, niveau-là, mais c'est je pas suis que du d'accord. coaching, sincèrement. Quand Et tu vois puis Shemar Anarumo Stewart, au ce qu'il Colts, il va fait, bien. ouais, puis quand tu vois ce que Shemar Stewart fait, leur rookie du premier tour, là, oh là 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 là, les actions, Grosse mon Dieu. implication, hein, Ah vraiment. ouais, ah non, mais Non, là, mais tu ouais. vois, quand je vois un Joe Flacco, alors c'est assez magnifique d'un Joe Flacco qui a l'âge d'être mon grand-père et qui fait 470 yards et 4 touchdowns. Bon, bah bravo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Higgins est à plus de 100 yards, Chase est à plus de 100 yards, mais ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien parce que de l'autre côté, on a quand même des Bears qui sont devenus enthousiasmants. La patte Ben Johnson a pris, hein. Caleb Williams, 20 sur 34, 280 yards, 3 touchdowns. Attention, 2 réceptions, également 22 yards et un touchdown avec un fil special. Écoute, je sais pas si ça gagnera, si ça ira en playoff ou si ça gagnera des matchs en playoff. Ça peut y aller, hein. Honnêtement, vu comment c'est homogène, ça peut aller accrocher une sixième ou une septième place. Mais en vrai, au moins, c'est fun. Parce que les Bears, ils n'ont pas été fun pendant très longtemps. Là, cette attaque, vraiment, il y a la patte Ben Johnson, ça donne envie, c'est productif, ça fait des choses. C'est agréable, quoi. Oui, oui, c'est agréable à jouer, comme tu dis. On voit la patte Ben Johnson à partir du moment où un coureur, Moangay, rookie, pris au septième tour de la draft, arrive à performer comme il le fait depuis deux-trois semaines. Alors là, sur ce match, c'est encore meilleur, mais ça fait déjà deux-trois semaines qu'on le voit de plus en plus. C'est voilà, c'est la patte Ben Johnson, c'est un jeu au sol fort, c'est une ligne offensive dominante globalement. Caleb Williams progresse. Moi, je reste, je continue à avoir des problèmes sur Caleb Williams, sur un ballon trop tenu, sur des problèmes de lecture à mon sens, etc. Mais malgré tout, ça progresse par rapport à l'an dernier. Donc, comme tu dis, je pense que ça reste court pour les playoffs, mais en tout cas, Chicago cette année bat des adversaires à sa portée, gagne ces matchs-là, est clairement meilleur en attaque. À partir de là, le début Ben Johnson est quand même plutôt pas mal. Oui, et Colston Loveland, 6 réceptions, 118 yards, 2 touchdowns. Entre Loveland et Warren, et Bowers l'année d'avant, les tight ends au premier tour, ça devient de moins en moins ridicule, hein, parce que honnêtement, ça commence à apporter beaucoup, surtout dans ces tight ends qui sont quasiment des receveurs en vrai maintenant. Donc, Oui, c'est ça. Et alors, si en plus la tendance dans la ligue est de jouer avec de plus en plus de tight end, voire trois sur un certain nombre de formations, effectivement, il va falloir commencer à augmenter leur importance dans les choix. Donc, oui, oui, non, effectivement. je dis ça évidemment parce que Raphaël est un grand défenseur des tight ends au Hum. premier tour, hein. Il a toujours dit un tight end ou rien, évidemment. Tout à Non, fait. mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ça. Juste pour les Bears, peut-être le petit point qui embête un peu, c'est la défense, qui a été quand même la force des Bears pendant des années, qui là a pris 30 points face aux Ravens, qui prend encore 42 points. Bon, voilà, la défense, il y a quand même certaines limitations. Il va falloir. Ça va Hum. probablement être le chantier numéro un d'intersaison l'année prochaine.
Oui, je pense que c'est le chantier numéro un. Elle manque, et notamment la ligne défensive, je trouve qu'elle manque de Hmm. qualité. En fait, c'est une défense qui a fait un bon mois de septembre, j'ai envie de dire même 5, 6 premières bonnes semaines, mais parce qu'elle crée des turnovers. Et à Ouais. partir du moment où tu es sur une défense qui ne vit que par les turnovers, on sait très bien que les turnovers, il y a une part de chance non négligeable sur le fait que le ballon rebondisse bien comme il faut, blabla. Là, ils ont un peu moins de chance là-dessus et du coup, on voit les faiblesses de cette défense. Donc, je suis pas étonné structurellement, elle est un peu faible et il faut renforcer cette ligne défensive notamment. Effectivement, on passe à notre match suivant. Denver Broncos 18, Houston Texans 15. Avant le quatrième quart-temps, il y avait 15-7 pour Houston. Denver, comme d'habitude, n'a joué que le quatrième quart-temps en attaque. Ça a été un duel extrêmement défensif. À la fin, Bonix s'est réveillé avec notamment un touchdown pour R.J. Harvey. Il y a également un touchdown de Courtland Sutton dans ce match. 18 sur 37, 173 yards, 2 touchdowns, une interception. Je vais être honnête avec toi, Raphaël. J'ai un peu un goût amer dans la bouche avec ces Broncos, dans le sens où ça gagne, tu peux pas leur enlever. Mhm. Et je les ai mis en playoff avant le début de la saison et ils seront en playoff et c'est bien coaché, etc. Mais on attend quand même toujours que cette attaque passe un cap et joue des matchs complets, etc. Et semaine après semaine, on l'a pas, quoi. Donc c'est presque... Et c'est la marque que c'est une grande équipe, c'est qu'ils sont à 7-2. Et je suis presque frustré en me disant, ils devraient faire plus, tu vois. Donc, est-ce qu'on Oui, n'est pas un peu dans cette équipe qui finalement a un potentiel encore plus énorme que ça? oui, ça reste une équipe et surtout une attaque. Ça reste une attaque frustrante. Je te rejoins, on sent qu'il y a le potentiel de faire un peu plus parce qu'on l'a vu aussi par séquence sur certains matchs que Bonix est capable. Je pense notamment à faire un peu plus de passes intermédiaires, plus de passes en profondeur, peut-être se contenter un peu moins de faire des screen passes, etc. Après, là, sur ce match, là où je le pardonnerai, on va dire, c'est que la défense d'en face est quand même top 3 de la ligue. La défense des Texans. Donc, bon, je veux dire, manœuvrer la défense des Texans, c'est pas à la portée de tout le monde. Avant ce match, Bien les sûr. Texans, ils étaient sur 14 points de moyenne encaissés. Tu leur en mets 18. Bon, voilà, on reste quand même sur une défense assez compliquée. Donc, il- je suis pas étonné que sur ce match, l'attaque donne pas. En tout cas, j'aurais été étonné que l'attaque explose sur ce match. Et si elle avait explosé face aux Texans, alors là, ça aurait été absolument incroyable. Donc bon, ils ont encore du temps pour se mettre dedans. Mais oui, je te rejoins sur le côté frustrant de cette attaque, c'est certain. Bon, et les Texans offensivement, est-ce qu'on a une conclusion? Parce que CJ Stroud sort du terrain Mm. sur une commotion, donc c'est Davis Smith qui le remplace, qui n'a pas été cata, mais qui n'a pas été flamboyant non plus. 77 yards sur 28 courses. Au niveau des receveurs, c'est Dalton Schultz, le meilleur receveur du match. C'est des feed goals et des feed goals. Ouais, Inefficacité chronique en en red red zone, ouais. zone. Mm. C'est vraiment une équipe. Elle est à 3-5 avec une défense comme ça. Tu pourrais imaginer faire mieux, mais en vrai, ça continue à patiner. Ils ont viré Bobby Sovic en disant on veut une révolution dans l'attaque. Bah, finalement, c'est plutôt une régression qu'on a semaine après semaine, hein. Oui, oui, on voit rien, toujours rien globalement du côté de cette attaque des Texans. Tu l'as dit, ça leur coûte presque le match, hein, j'ai envie de dire, cette incapacité à transformer l'essai en red zone, parce que notamment sur leurs deux, trois premiers drives, ils sont deux fois dans la red zone, ils prennent que des field goals. Je pense que s'ils arrivent à marquer des touchdowns, s'ils mènent 14-0, vu leur défense, je sais pas si Denver arrive à revenir. Par contre, ils ne mènent que 6-0. Et là, 6-0, c'est seulement un touchdown et tu te fais remonter. Voilà. Mais oui, il y a pas de progression. La ligne offensive reste poreuse. Le jeu au sol a quand même globalement disparu. L'absence de Joe Mixon, mine de rien, toute la saison, on sait toujours pas vraiment où en est Joe Mixon. Au début de l'intersaison, on nous a dit ouais, on sait pas trop. Bah, clairement, on sait pas. Et je pense que Joe Mixon ferait du bien à cette attaque, assurément. Ça révolutionnerait pas tout, hein. Attention, je dis pas ça non plus, mais. Il y a beaucoup de petits couacs. Là, la commotion en plus de Stroud. Ouais, année 100 clairement pour l'attaque des Texans. Et malheureusement, on est en semaine 9 et je vois pas ce qui peut changer vraiment. Oui, je suis assez d'accord avec toi et surtout, moi, je trouve que cette attaque, elle arrivera à rien avec cette ligne, en fait. Oui. Oui. Donc, c'est un peu le problème qu'on a, c'est que cette ligne, elle est foutue. Donc, j'ai un peu de mal avec ça.
Et je dois Mm. avouer que c'est un peu une de mes déceptions, parce que j'aime bien les Texans historiquement, je sais pas pourquoi, mais je les aime bien. Et là, avant le début de saison, le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est tellement évident qu'on se dit, ah, on va avoir tort. Ben non, on a raison. Depuis le début de la saison, on dit la Ouais, c'est ligne vrai. est nulle, et en vrai, la conclusion, c'est que la ligne est nulle, quoi. Et que sans ligne offensive, tu peux avoir tous les joueurs que tu veux. Ça enlève rien au talent de CJ Stroud, de Nico Collins, de qui tu veux, mais t'arriveras à rien. Donc Mm. voilà, je suis un peu fataliste, j'avoue, mais on en est là. Heureusement pour les Texans, il y a pire que dans la ligue, il y a des Tennessee Titans qui ont perdu 27-20 face aux Chargers. Bon, vous regardez le score, vous vous dites 27-20. Ils se sont bien défendus quand même. C'est pas mal. Sauf que si vous regardez le match, il y a un touchdown défensif, il y a un touchdown sur équipe spéciale, ce qui fait qu'au début, ils mènent 14-7 de mémoire, mais que l'attaque a été un immondice du début à la fin. Cam Ward, comme en université, je comprendrai jamais pourquoi il a été premier de la draft. Il n'a aucune mécanique de lancer. Il n'y a pas une balle qui a une spirale. C'est juste des canards qui partent à droite à gauche. De toute façon, il n'y a pas un seul mec pour recevoir le ballon. Et il n'y a pas un seul mec pour courir. Raphaël, tu sens que je suis énervé par cette équipe. J'en peux plus. Je te Mm, jure, mm, mm, c'est mm, le mm. dernier 40 000. Je vais vous dire. Là, vraiment, cette semaine, je voulais vraiment regarder tous les matchs en détail. Ce 40 minutes-là, hier à minuit et demi, j'étais en mode pourquoi? Mm, mm, Pourquoi mm. tu t'infliges ça vraiment? Qu'est-ce que tu espérais en te mettant à 40 minutes Chargers Titans? Mais enfin, bon, bref. Donc je vais commencer par eux parce qu'ils m'ont énervé, Raphaël. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre un quarterback à la draft avec le premier choix l'année prochaine? Ou à minima de tout brûler et de voir ce qui reste dans cette attaque parce que c'est pas possible, quoi. C'est compliqué, effectivement. Sur les quarterbacks, j'en sais rien. Je connais pas qui arrive. C'est vrai que Cam Ward monte rien. Je vais pas te le nier. Je trouve t'es un peu dur sur le match des Titans parce que globalement, la défense et l'équipe spéciale, ça fait partie du match. Donc s'ils arrivent à tenir grâce à ça, à la fin, ok, l'attaque est nulle, mais c'est leur meilleur match de la saison. Titans, jusqu'à l'entrée du quatrième quart, ils sont dans le match. Il y a 20-17 au début du quatrième quart. Et ta défense fait partie des choses qui te permettent d'être dans ce match. Donc c'est en ce sens-là que j'aurais peut-être un peu modéré. Après, sur l'attaque, t'as raison, il y a rien qui va. Les receveurs sont globalement pas efficaces. Le jeu de course est pas bon. Cam Ward est pas bon. Donc sur l'attaque, oui. Sur l'attaque, oui. Donc, moi, le truc, je sais pas, Camord, j'en ai pas vu assez pour vraiment me prononcer. Toi, tu l'as vu en université, donc je te fais confiance. S'il était nul en université, il n'y a pas de raison qu'il devienne un bon quarterback. Il n'y a pas Alors, de j'ai raison. pas dit qu'il était nul, j'ai dit qu'il a Ouais, jamais eu de mécanique de lancer. ouais, d'accord, mais alors, pardon, mais chez un quarterback, ça m'inquiète quand même un peu, un quarterback qui lance pas bien le ballon, j'ai envie de dire. Donc, j'aurais Oui, tendance à oui, l'assimiler à de la nullité, mais passons. Donc, non, après, voilà, peut-être. De toute manière, il y aura un nouveau coach. Et c'est oui. lui, en vrai, c'est le nouveau coach qui va décider, qui va dire ce qu'il veut faire de Cam Ward ou pas. À voir si le coach est recruté pour faire progresser Cam Ward ou pas. C'est un autre sujet, ça sera un des sujets de l'intersaison. Non, mais c'est pas bon. Il y a que la défense qui a été bonne sur ce match. Voilà. On rappelle que les quarterbacks rookies ont toujours, de toute façon, 15 chances, sauf s'ils s'appellent Josh Rosen, où là, par contre, ils sont sacrifiés sur l'autel de la nullité de la gestion des Cardinals. C'est le fan de UCLA qui parle, évidemment. Nos amis des Chargers, bon, Justin Herbert, il a fait ce qu'il a pu. Le problème, c'est encore et toujours les blessures. Ouais, Avec Joe Alt qui s'est reblessé, là, ça y est, c'est out pour l'année. Donc, il n'y a pas Slater, il n'y a pas Alt. En fait, sur le papier, cette attaque, elle est excellente de base. Mais quand tu perds ce qui est censé être le meilleur duo de tackle ou un des meilleurs duos de tackle de la ligue, oui, bah, ça devient un petit peu difficile et du coup, tu fais ce que tu peux, tu essayes d'insister sur les tight ends, de faire des passes courtes, etc. Ça passe parce que c'est les Titans, c'est ça. ça passera pas toutes les semaines, hein. C'est ça. C'est une victoire des Chargers, c'est très bien parce qu'ils restent en course pour les playoffs et c'est le principal. Mais c'est un match dont je ressors inquiet parce que avec ses blessures, etc., tu prends quand même 6 sacs face aux Titans, 11 quarterback hit. Je veux dire, tu rames quand même un peu pour le gagner ce match, mine de rien. Donc j'ai peur, comme tu le dis, que face à des adversaires plus forts, la sanction soit plus lourde.
Va falloir vraiment être inventif en attaque pour limiter au maximum les blessures sur la ligne offensive. La défense, à mon sens, doit aussi quand même un peu plus élever son niveau de jeu. C'est un peu mieux depuis 2 semaines, mais je reste encore un peu sceptique sur certaines phases. Donc ouais, c'est une victoire, c'est bien, mais je trouve que la dynamique à Los Angeles, elle est un peu, elle tient un fil, on va dire. Oui, oui, je suis un peu d'accord. J'ai peur que cette équipe, aussi bien coachée qu'elle soit, et avec un Herbert aussi talentueux qu'il soit, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça sera peut-être un peu les Niners de cette conférence-là. Tu sais, ces Oui. équipes qui finissent par arriver en playoff, mais tellement à bout de souffle que ça devient compliqué. J'ai envie de dire que c'est une équipe des Chargers qui ressemble à quelques saisons de Philip Rivers. L'histoire est un éternel recommencement, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'air de la Californie ne réussit pas à tout le monde, apparemment. Il nous reste deux matchs. Il nous reste le match du lundi soir. Alors, avec Raoul, comme on est des gens qui avons l'instinct un peu, il y a 2 semaines, on vous a vendu les Cowboys comme étant l'équipe surprise qui va continuer à progresser, qui peut accrocher un bout de playoff et machin et trucs. Bon, ils perdent face aux Broncos. Tu peux te dire, ça reste les Broncos, hein. Tu perds à domicile contre les Arizona Cardinals de l'incroyable Jacoby Brissett. Là, ça commence à être inquiétant. Et que la défense prenne l'eau, j'ai envie de dire, une autre semaine à Dallas, hein. Mhm. Mais l'attaque, ça commence à devenir compliqué aussi. Dak Prescott, là, ça fait 2 matchs de suite vraiment difficiles pour lui. Mhm. Qu'est-ce qu'on C'est en vrai. pense de cette équipe Dallas? Est-ce que finalement, elle est juste rattrapée par la faiblesse de son effectif et elle rentre un peu dans le rang? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste un match accident? Mais là, quand même, perdre face aux Cardinals à domicile, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Alors, je dirais pas accident parce que quand même ils ont été largement dominés, donc donc voilà, ils ont perdu le combat à peu près partout. En attaque, ce que je trouve depuis 2 semaines, c'est le sentiment quand même que la ligne offensive a du mal depuis 2 semaines aussi. C'est une ligne offensive jeune avec beaucoup de choix récents des premiers tours, etc. Ces dernières années, deuxième tour et qui est peut-être encore pas totalement à maturité et qui craque là depuis 2 semaines, qui a craqué notamment face à la ligne défensive des Cardinals, qui pour le coup est une ligne défensive plutôt sympa hein, cette saison. Josh Sweat est bon, Calais Campbell est éternellement bon, et Walter Nolan, le rookie pris au premier tour, faisait son premier match. Il a fait un grabuge au centre de la ligne assez impressionnant. On verra ce que ça donne par la suite. Mais je trouve ouais, qu'il y a un problème de ligne offensive à Dallas et un Prescott du coup sous pression, moins précis, qui a du mal à trouver ses cibles. Et si l'attaque de Dallas, et de toute façon, si l'attaque de Dallas met pas 30 points par match, ils gagneront pas les matchs, vu que la défense est dans les eaux de 25, 27, 30 points pris. Voilà, donc très mauvaise prestation de Dallas. Pour le coup, je le voyais un peu venir. Je trouve que cette défense, en fait, elle est trop limitante. Et à partir du moment où l'attaque arrive à être stoppée, ça fait des faits. Donc je tombe pas de ma chaise, d'autant plus que la défense des Cardinals, c'est pas si mauvaise depuis le début de la saison quand même. Donc bon. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu fais bien de rendre hommage à Calais Campbell, qui est quand même. Ouais, Enfin, je veux dire, on l'aime tous, hein, on oui, l'aime tous d'amour. C'est impossible de pas aimer Calais Campbell, et c'est qui est clair. encore à 5 yards cette saison. Bon, bref. Et Walter Nolen, c'est vrai, premier choix de draft, qui fait un sac, qui fait deux plaquages Pour pour perdre. Enfin, perte. Il y a une passe c'est. déviée de mémoire aussi assez importante sur troisième tentative, si je dis pas de bêtises. Non, non. Il y a des beaux éléments hein, dans cette défense des Cardinals. De toute façon, c'est une équipe qui est peut-être un poil meilleure que son bilan ne le laisse paraître. Oui, Ils ont que 3 victoires, mais je pense qu'ils valent un peu plus que ça. oui. En tout cas, la défense, là, si elle arrive à suivre le rythme, c'est quand même une bonne augure pour la suite. Je suis d'accord avec ça. Du côté des Cardinals, est-ce qu'on a assisté à l'enterrement au Mondovision de Kyler Murray? Merci, merci petit Kyler. Il est temps de prendre ton envol et de partir vers d'autres cieux. Parce que là, si même Jacoby Brissett rend cette attaque plus cohérente, tire le meilleur de Marvin Harrison et globalement rend des meilleures prestations que Kyler Murray, et avec le respect que j'ai pour Jacoby Brissett, qui fait partie de ces quarterbacks un peu qui ont toujours été à la frontière entre le backup et le titulaire, qui sont quand même des joueurs très solides,
tu sais que tu n'auras pas une star, mais tu n'auras pas un mec qui va s'écrouler, tu vois. Hmm. C'est solide du Brissett. Mais du coup, quand ce type de joueur est meilleur que ton quarterback titulaire, c'est qu'il faut changer de quarterback titulaire. Et je dis ça, je suis désolé pour les Cardinals parce qu'ils gagnent et je les assassine sur leur quarterback titulaire, mais pour moi, c'est la principale leçon de ce match en fait. Écoute, moi, j'aurais plutôt envie de dire comme toi, mais là, je lis que Gannon a plutôt tendance à confirmer Kyler Murray titulaire, visiblement, de ce que je vois Ouais, passer enfin, Gannon, sur les bon. internes. Oui, il peut changer, on est que, je te l'accorde, Il on a est que annoncé mardi. Kyler Murray titulaire lundi dernier, hein, je te rappelle. Hein. Je te l'accorde, on est mardi. On est mardi, dimanche, c'est très très loin en NFL. Dimanche, c'est très très loin en NFL, je te l'accorde totalement. Il y a même une deadline, hein, on ne sait jamais, il y a même une trade deadline dans la soirée. Qui sait, écoute. Non, non, mais je te rejoins. En fait, moi, et on en parlait avec Lucas ces dernières semaines dans les épisodes débrief, c'est que comme tu l'as dit, c'est la question de la cohérence, c'est qu'on a l'impression que cette attaque avance mieux avec Jacoby Brissett, elle avance de manière plus mécanique, plus propre. Kyler Murray, t'as l'impression qu'il faisait avancer cette attaque par à-coups. Il y avait tout d'un coup une grosse passe. Il y avait tout d'un coup un jeu à la course qui faisait gagner des yards. Mais t'as pas ce côté bouger les chaînes comme Jacoby Brissett arrive à le faire. Même McBride, il est déjà à 5 touchdowns en 3 matchs avec Brissett, alors que l'an dernier, il a attendu toute la saison pour avoir une passe dans la end zone de Kyler Murray. Donc je trouve que Brissett utilise mieux les armes à sa disposition que Kyler Murray. Et je pense que tu seras de mon avis. On ne dit pas que Brissett est un meilleur quarterback fondamentalement que Kyler Murray, Non. mais il s'avère que dans ce système-là, il fait bouger mieux les chaînes. Voilà, il correspond plus finalement, on dirait, à ce que veulent faire les Cardinals. Donc moi aussi, je serais comme toi, j'aurais tendance à le mettre titulaire. En fait, Kyler Murray, je pense aussi que les supporters neutres comme nous, c'est jamais un mec que tu veux enterrer parce qu'il est ultra enthousiasmant. En fait, Hmm. avoir joué, c'est super plaisant, ça va vite, ça prend des risques, etc. Mais la réalité, c'est que les performances sur le terrain aujourd'hui, elles sont plus au niveau et que je pense qu'il y a un besoin de tourner à page et pour lui et pour la franchise, en fait, tout simplement. Sans doute, ouais, clairement, clairement. Donc voilà, il peut rebondir ailleurs, on verra bien. Genre aux Jets pour remplacer Justin Fields. Écoute, je sais plus qui dans notre rédaction, je crois que c'est Marco ou C'est Cyprien Marco, je qui l'a crois. dit ce matin. Je le vois tellement venir. Le Kyler Murray signe aux Jets pour 3 ans et 35 millions de dollars l'année prochaine. Enfin bref, on verra bien. Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders ont fini avec un match Wow. divertissant en soi. Au bout de... Il a fallu attendre le quatrième carton pour se divertir quand même, hein, parce que pendant trois cartons, c'était morne pleine totale, hein. Oui, il y avait 9-6 et au quatrième quart-temps, il y a eu 17-14 et ensuite C'est 7-6 en ça. prolongation. Et Jaguars qui l'emporte 30-29. Les Raiders, ils en avaient marre, ils avaient envie de rentrer à la maison. Ils ont marqué un touchdown, ils ont dit attends, attends, on va jouer à 2 points là parce que de toute façon, on n'a plus rien à perdre. En vrai, ils ont raison. Ils Ah ont raison oui, de jouer à oh, 2 points. clairement, Je clairement, veux dire, vu clairement. leur bilan, de toute façon, ils ont rien à perdre. Bon, la conversion à 2 points a échoué. Et du coup, les Jaguars l'emportent dans un match. Oui, voilà, qui s'est enflammé à la fin. Geno Smith, il fait 4 touchdowns. Trevor Lawrence, il fait 2 touchdowns au sol, puisqu'ils ne marquent que au sol, les Jaguars. Ils ont aussi marqué plus de field goals que les Raiders. Pourquoi je mentionne les field goals? C'est évidemment parce que finalement, la plus grosse information, c'est notre cher ami, j'ai plus son prénom, Cam Little. Cam. Cam Little qui a réussi un field goal de 68 yards, record de NFL. Donc c'est officiel maintenant, on peut oublier Justin Tucker et toute sa legacy qui va disparaître en même temps que sa réputation. La NFL doit être ravie de pouvoir Ah, effacer le nom de je Justin pense Tucker. qu'ils Ils sont sont, oh ravis. là là. Là, il n'y a plus Tucker dans les records, ils sont assez géniaux. Changez rien. C'est clair. Changez rien, c'est parfait. Et évidemment, on verra 69, 70, 71 yards bientôt. Hmm. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant. C'est lui hein, qui avait fait 70 yards en pré-saison, hein, de Ouais, mémoire. ouais, ouais, c'est lui. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est évidemment pas une surprise. Bon, on en pense. Tu, Maintenant qu'on a dit ça, tu vois, maintenant le qu'on mec a qui évité brode pour essayer de pas vraiment parler du match, Maintenant je qu'on a comprends. évité de parler du match, les Jaguars sont à 5-3, c'est bien. Voilà. Voilà. Non, mais honnêtement, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir sur ce match côté Jaguars. C'est que Liam Cohen semble apporter, l'entraîneur de Jaguars semble apporter
à minima au moins une certaine rigueur pour battre les adversaires plus faibles, ce que ne faisait pas tout le temps Jacksonville ces dernières saisons. Ils ont un système offensif qui marche bien par séquence avec la course notamment, et Trevor Lawrence beaucoup plus mobile que par le passé. Voilà, c'est à peu près tout. Après, ça reste faible en défense sur certaines séquences, ça reste inconstant. En face, c'est les Raiders. Voilà. Écoute, on va prendre le positif. On prend le positif pour les Panthers quand ils gagnent un match. On prend le positif pour Intel quand ils gagnent un match. Tout ça, on va le prendre aussi pour les Jaguars. Mais bon, le chemin est encore long. Alors, le chemin est long, mais par contre, pour moi, il y a une vraie chance de faire les playoffs parce que tu regardes leur calendrier, il y a du Cardinals, il y a du Titans 2 fois, il y a du Jets, il y a du Colts, on verra dans quel état ils sont, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de Ouais, matchs qu'ils ouais, peuvent ouais. gagner. C'est vrai. Mais après, si tu me dis, est-ce que tu crois à une victoire des Jaguars en playoffs? Peut-être Ouais, pas. là, par contre, on prend. Ça monte un petit peu là. Là, on va peut-être prendre un peu de distance là-dessus. Bon, en tout cas, c'est sur cette performance majuscule, pas du tout de Trevor Lawrence, que qu'on va finir ce podcast. Merci à toi, Raphaël. Avec plaisir, Victor, et merci à toi d'avoir pris la relève. Eh ben, écoute, avec plaisir, c'est bien, ça change un peu de faire d'autres types d'épisodes. Si je dis pas de bêtises, je serai là demain également pour la Oh là, preview. oh, touche du bois, hein, parce que Ouais, ouais, vu non, la mais série, on sait pas ce qui va se passer, hein. voilà, d'ici demain, j'ai peut-être 2 jambes cassées ou Raoul est parti très loin, je sais pas, mais en tout cas, normalement, on se retrouvera, on verra bien, et merci à tous, et bonne journée du coup à tous si vous nous écoutez, ou bonne soirée si vous nous écoutez sur YouTube, parce qu'on est dispo dès le soir sur YouTube. Merci à tous. Salut, salut! Time is it now? Time is it now? Time is it now? Time is it now?